Il me dit non, il travaille dans une mine veut dire quoi, dans un endroit où on fracasse les caillasses pour faire le gravier. Je lui dis, je n'ai pas d'eau, je n'ai pas de nourriture. Il me dit de me rapprocher de la base. Peut-être il peut me donner, mais que je ne fais pas comme si c'est lui qui m'a envoyé là-bas. Je me suis donc approché de là. J'ai commencé à saluer. J'ai demandé pardon, je voulais avoir un peu d'eau. Ils m'ont donné un 5 litres. Ils m'ont donné un 5 litres avec de l'eau à l'intérieur. Et il y a un autre monsieur qui est venu me dire, Arwa, mon ami Arwa, je viens. Il prend notre bidon 5 litres, il coupe. Il met du riz à l'intérieur plein. Il me donne un autre bidon de 1 litre avec de l'eau glacée à l'intérieur. Il me dit, courage, courage. Je lui dis merci. Voilà, donc, je reviens là où on était. Les gars me voient sortir en plein désert avec du riz et de l'eau glacée. Les gars commencent à me regarder comme un fantôme. Mais toi, tu sors d'où? Au désert avec l'eau glacée et avec de la nourriture. Je leur ai expliqué que bon, voilà, je suis allé quelque part là-bas et puis on m'a donné. J'ai mangé, j'ai déposé tous ceux qui étaient là, puisque là-bas, on stationnait tout le monde. Il y avait les Burkinabés, les Ivoiriens, les Guinéens, bref, toute l'Afrique. On était près de 280 personnes là-bas, en petits groupes, petits groupes, petits groupes. Alors, moi, j'ai déposé ça. J'ai dit, celui qui a faim, il vient, on mange. Chacun lave sa main, il met sa main. Chacun essaie de prendre le peu de ce qu'il peut pour soutenir son estomac, parce qu'on dit qu'après, là, le chemin est très rude. On a mangé comme on pouvait, on a essayé de se reposer. Bon, maintenant, à 19 h, les guides sont arrivés. Ils nous ont demandé de nous lever. On doit partir, que chacun s'arrange, on doit partir. Bon, n'importe qui se lève, il prend son sac. Heureusement, j'avais perdu mon sac. Parce que même si je n'avais pas perdu, je devais jeter ça là-bas. Parce que même ton propre corps, ton poids personnel, tu ne peux pas porter pour marcher là-bas avec. On a marché de 19 h à 1 h 30 du matin. Grimper la colline. Heureusement pour moi, je suis quand même un sportif, je ne fume pas, je ne bois pas, donc j'ai quand même abordé la colline. Mais les autres, il a fallu qu'on lance des cordes. Nous autres, les premiers qui sommes arrivés en haut, il a fallu qu'on lance des cordes pour essayer de faire monter certains. Les fumeurs qui avaient jeté l'éponge. Certaines femmes qui avaient dit, je n'en peux plus, je ne peux plus. On a lancé une corde, essayé de tirer, vu qu'on avait la chance, on était nombreux. Essayer de tirer un peu les autres pour qu'ils montent. Ils sont donc montés, on est arrivé en haut. On a essayé de se reposer un peu. Nous autres qui sommes arrivés les premiers, on n'a même pas eu droit au repos. Parce qu'il fallait qu'on aide ceux qui devaient aussi monter. Donc voilà, après ça, on a continué le chemin à pied pendant encore près de 2 heures de temps. Il y a un grand camion, ce qu'on appelle chez nous les semi-remorques 3340, qui est venu. Il nous a chargés tous à l'intérieur. 280 personnes, debout. Il n'y avait pas moyen. Imagine 280 personnes dans un camion. Vous allez rester comment? Tout le monde debout, collé, donc tu ne peux même pas bouger. Quand tu secoues à gauche, c'est... Tu parles du camion, le camion qui porte les bœufs là. Voilà, exact, c'est ça. Hey! Oh, Palamso. Oui, celui qui demande le Béninois, il était avec nous. On était ensemble, il avait même mal aux pieds. Il boitait un peu. Donc du coup, on est arrivé dans le camion. On est resté debout. Tu es fatigué, tu as sommeil. Tu ne peux pas dormir, tu es debout, tu fléchis du pied. Je vais trop sauter, je vais traverser la bagarre qu'il y a eu avec les confrères guinéens et tout, parce que bon, ça va peut-être heurter la sensibilité des Guinéens qui sont en bas. Je vais survoler ça. Et puis voilà. Non, il faut parler, non, il faut parler. Non, pas des Guinéens là. Les nationalités les plus mauvaises en aventure. Le premier, c'est le Camerounais, c'est le Guinéen, le Ghanéen. Donne, je sais ce que tu veux dire. Parle des Guinéens là. En fait, ok. Il y a une fille malienne qui était fatiguée. C'était une mère d'enfant. J'ai traversé même l'étape où il fallait porter les enfants sur le chemin parce que les mamans, pour voilà, le voice que l'autre disait qu'il y a une maman qui voulait venir avec ses enfants et tout. J'ai même sauté la partie où notre véhicule a trouvé un enfant seul au désert. Il était au milieu du désert, il regardait à gauche, il regardait à droite. Forcément que les parents ont abandonné. Dessus quoi, l'enfant était comment? Notre chauffeur, un petit enfant de moins de 5 ans. Il avait le pantalon. Parce que il y avait une vidéo qu'on m'avait envoyé un enfant qui marche au désert. Pantalon noir. Un pantalon noir. Je ne sais pas s'il y a encore. J'ai encore la vidéo là. Vas-y, continue. On m'avait envoyé une vidéo comme ça. Vas-y, continue. On a supplié notre chauffeur de le prendre. Le chauffeur ne s'est pas arrêté, malheureusement. Il ne s'est pas arrêté. Il a dit qu'il y avait des véhicules derrière qui devaient venir et qui devaient le prendre. Il ne s'est pas arrêté.
Il nous a sorti le prétexte que souvent, c'est le piège de la police pour interpeller les convois. Il est parti. Donc, maintenant, pendant la marche sur la colline, il y a des mamans qui n'en pouvaient plus. Au départ, elle arrête la main de l'enfant, elle marche avec. À un moment donné, elle n'en peut plus. Elle laisse la main de l'enfant. Elle demande à l'enfant de marcher. Elle n'en peut plus. Celui qui parvient, celui qui va te dire qu'il franchit cette colline-là avec son sac et ses bagages dans son dos normalement, il te ment. Il te ment, il jette tout ça. Je me suis retrouvé, comme je disais, heureusement, j'avais déjà perdu mon sac. Je me suis retrouvé en train de porter des enfants malgré que j'avais mal aux pieds et que mon propre corps me dépassait à transporter. Je me trouve en train de porter les enfants pour marcher avec. Je fais des efforts, je me demande, mais comment est-ce qu'une maman peut se trouver en train de prendre ce genre de route avec un enfant? Pour ceux qui sont là depuis le début de l'histoire, vous pouvez avoir une idée de la souffrance qu'on a parcourue. Maintenant, imaginez quelqu'un qui a l'enfant avec elle. Comment est-ce qu'elles font pour avoir ces initiatives-là? Donc, je reviens maintenant à la suite de l'histoire. Pour la bagarre dans le bus, dans le camion, il y avait une femme malienne qui était exténuée. Elle avait un petit enfant qui ne marchait pas encore. Elle avait attaché ça au dos. Je respecte ces femmes-là. Elle avait attaché l'enfant au dos. Elle a parcouru toute cette marche que nous avons parcourue fatiguée là. Elle a fait ça avec un enfant au dos. Grimpée dans le camion, debout. À un moment donné, ses pieds ont fléchi involontairement. Elle est tombée, elle s'est assise. Elle a dit qu'elle ne peut plus se lever. Ceux qui étaient autour d'elle, qui étaient un peu humains, ont essayé de créer un peu d'espace. Même s'il fallait se plier, même s'il fallait souffrir pour la permettre de s'asseoir. Mais en s'asseyant, elle s'est assise sur le pied d'un Guinéen. Le monsieur l'a giflé. Carrément. Le monsieur l'a giflé. Instantanément, il y avait un Camerounais à côté. Bon, je vais dire ça comment. C'était un réflexe, quoi. Le gars a répliqué directement du revers de la main. Et comme on dit toujours, en aventure, les Guinéens sont les plus nombreux, quel que soit le pays. Quel que soit le pays en aventure, les Guinéens sont les plus nombreux. Donc, dans ce camion-là, ils étaient les plus nombreux. Et bizarrement, certains avaient des canifs sur eux. Bon, je ne sais pas s'il faut coder, s'il faut parler, je peux te dire le double. Voilà. Ils avaient des canifs sur eux. Ils ont sorti. Ils ont dit qu'ils vont blesser, machin truc. Bon, comme les Camerounais étaient tous regroupés, ils ont dit que... On parle de la Guinée-Conakry. Ils sont barates. Qu'ils voient les Guinéens qui disent que c'est pas nos aventure. Vos frères, les Guinéens de la Guinée-Conakry. Vous avez vu les vidéos quand on kidnappe les Congolais, ce sont eux qui sont champions. Hein. Les grands kidnappeurs dans le Maghreb, ce sont eux. Ils sont barates. Ah yeah, les gens là, non. Quand vous voyez les Guinéens qui sortent pour suivre, que vous ne connaissez pas ce que vos frères là vous attendent. Ils sont méchants. Quand je demandais que papa, c'est moi qui avais kidnappé Jésus. Quand vous dites qu'il y a 5 nationalités depuis Ndam durant l'aventure parce qu'elle blague. Sortez, vous allez lire. Papa continue. Donc, comme quelqu'un disait, il y a certains parmi eux qui avaient des nilam. Il disait qu'il va... Et dessus quoi ils sont le nilam? Plutôt sur la femme, et la femme qui s'est assise sur son pied. Qu'il va nilam l'angala. Le camp qu'il a claqué adios à ses frères. Ses frères disent que personne ne doit intervenir. Simplement parce que c'est assis sur son pied. Bon, nous on a dit que c'est vrai qu'il y avait la tension, il y avait déjà la fatigue et tout et tout. Nous, les camps qui étions à côté, on a seulement dit à ce dimanche-là que avant même que tu ne te rendes compte, nous on va te porter, te balancer à l'extérieur du camion. Ce qui est sûr que toi, tu vas die. Maintenant, ce qui va se passer après avec tes frères là, on s'en fout. Mais toi, tu seras déjà die. On ne pourra plus rien faire pour toi, donc réfléchis bien. Bon, c'est comme ça, donc il s'est calmé un tout petit peu. Pas facilement, hein. Les autres aussi ont essayé de mettre de la bouche, les Burkinabés qui sont des personnes très simples aussi. Ils ont essayé d'intervenir, la belle famille aussi, on a calmé le jeu et puis voilà. On a donc continué. On a continué le chemin. On est maintenant allé nous déposer dans un endroit au désert. Pour nous demander d'attendre le second véhicule qui devait venir nous chercher. Et quand on nous dépose, on ne tient pas compte du fait que vous pouvez avoir faim, hein? Vous pouvez avoir soif, hein? Non. On vous dépose juste comme ça. Voilà, donc on reste une fois de plus. Moi j'ai faim, j'ai soif, je me lève encore, je vais au bord de la route. Les gars commencent à me dire non, ne va pas là-bas, tu vas faire, la police va venir nous arrêter ici. Hey! Quelqu'un a dit ici, le désert là ne finit pas. Ma chère, Pridi, l'Algérie c'est le plus grand pays d'Afrique. Et je crois le 10e plus grand pays du monde.
Et le désert recouvre plus de, je vais dire, 60% même de leur territoire. Plus de 60% de leur territoire. Donc voilà, c'est une parenthèse pour te répondre. Oui, avant, j'ajoute un peu sur une parenthèse. À l'école, quel est le plus grand désert du monde? Le désert de la Sahara, non? C'est entre quel pays? Le Sahara. Forcément, tu vas voir le plus grand, ce désert-là qu'on appelle le désert de la Sahara. C'est ça qu'on est en train de parler depuis là. Mon père, si tu as fait l'histoire du pays, la géographie, pardon, tu vas comprendre ce qu'on est en train de dire, en fait. Mon père continue. Donc voilà, les gars me demandent de ne pas partir, que si la police vient nous arrêter, ça sera de ma faute. Je leur ai dit que gars, je vais pour moi, je ne vais pas pour quelqu'un. Entre-temps, eux-mêmes, ils avaient faim. Le truc, c'est qu'on avait espoir que le véhicule devait venir vite, quoi. On savait que d'un moment à l'autre, le véhicule devait venir. Donc, je suis allé donc au bord de la route. J'ai essayé de faire l'autostop une fois de plus. On m'a donné des vivres, du pain, de l'eau. Je suis revenu avec. J'ai, comme d'habitude, partagé avec ceux qui étaient là. Partagé. Après, je suis reparti. Cette fois-là, il y a un chauffeur, je vais dire quoi, un jardinier qui s'est rapproché de moi. Et apparemment, il connaissait l'endroit, il savait que là-bas on dépose souvent les migrants. Il est venu avec un sac, il m'a donné un sac. Il y avait les fruits, les pastèques, c'est un fruit que moi je n'ai jamais vu de ma vie. Avec du pain, de l'eau. Je suis donc allé, j'ai partagé. Même ceux qui me demandaient de ne pas aller au bord de la route et tout. Eux-mêmes, ils avaient déjà bien faim. J'ai donné pour eux, on a mangé. Eux, maintenant, quand ils ont vu ce que je suis venu avec, eux-mêmes, ils se sont levés. Ils se sont levés aussi, ils sont partis au bord de la route. Parce qu'ils ont constaté vrai que le véhicule ne devait pas venir aussitôt. Donc voilà, on a passé toute la journée là-bas. On a survécu avec le peu de ce qu'on partait demander au bord de la route. Le soir donc, une fourgonnette est arrivée. Bon, quand la fourgonnette arrive, je me dis peut-être c'est un cas qu'on ne veut pas démontrer les vitres pour que les gens, on ne voit pas ceux qui sont à l'intérieur. Malheureusement, c'est une fourgonnette sans siège. Il fallait une fois de plus se tenir debout. À l'intérieur. Le véhicule est donc venu nous chercher. On est entré. Le véhicule, on était obligé de faire 3 convois. Voilà, ça c'est le véhicule dont je parlais tout à l'heure, dans lequel nous étions 21 personnes. C'est ça là derrière. Ouais, c'est ça là-bas. 21 personnes dans ce véhicule. Et une petite parenthèse. Le chauffeur vous interdit de frôler son véhicule, son siège, autant pour moi. Vous n'avez pas le droit de frôler le siège du chauffeur. Si vous frôlez son siège, il garde le virgule, il descend. Celui qui a frôlé son siège, il encaisse. Avec toute la pression qu'il y a derrière, c'est impossible que vous frôlez pas son siège. Tu es sérieux? Attends, tu es sérieux là? Tu es sérieux là? Pourquoi est-ce que je viendrais mentir ici? Et son copilote, il avait l'aiguille. Il avait l'aiguille à main. Donc quand tu étais sous pression, genre tu te lèves, tu te dresses comme ça pour mettre ta main sur son siège, il pique avec l'aiguille. Il pique avec l'aiguille. Donc vous êtes dans ce véhicule-là, vous roulez comme ça, 2 jours, 21 personnes dans ce véhicule. Donc ceux qui disent qu'ils partent en aventure là. Courage. Donc voilà, la fourgonnette vient donc, elle nous prend plusieurs voyages quoi. Elle déplace les gens, elle nous déplace, elle vous déplace, elle vous amène à tel endroit. Après, elle va prendre les autres, ainsi de suite. Voilà, quand on arrive donc dans la ville de Gadaya. On nous dit, on va se reposer à Gadaya, le lendemain on va continuer le chemin. Moi je m'attends qu'on va nous amener dans une maison. On nous amène dans les égouts. Dans des grands égouts comme ça. C'est là où on est censé dormir. C'est dans ces égouts-là qu'on passe dans la nuit. Le lendemain, on continue dans le chemin avec toujours la fourgonnette. Une autre fourgonnette vient nous chercher pour nous amener à la capitale. Vous ne payez pas le transport, que on vous déplace gratuit. Vous payez 250 000 pour quitter le Tamaracet pour Alger. Donc voilà, on se déplace donc à Gadaya pour aller à Alger. On arrive donc à Alger. On vous dépose quelque part dans un champ. Vous appelez donc votre correspondant. Maintenant, c'est la mafia. C'est là où la mafia de nos propres frères noirs, les coxeurs, comme nous les appelons souvent. C'est là où leur mafia commence. C'est là où tu comprends que ce sont eux, vos premiers ennemis. On vous amène dans une maison qu'ils appellent ghetto. Vous êtes dedans une trentaine. Pour le petit ghetto, il y en a eu même plus de 50 personnes. Bon, il y a aussi les ghettos qui ont moins de personnes en fonction de la grandeur. Il
ils vous font savoir que celui qui met son pied dehors, la police l'arrête directement, va le jeter au désert. Un peu comme ils nous font au bord de la route, quoi. Pourquoi on ne peut pas essayer de demander de l'eau, de quoi s'abreuver? Hein? L'homme du Togo, vous lavez, tu n'as pas l'eau pour boire, tu vas te laver avec quoi? Tu n'as pas l'eau pour boire, il dit simple eau pour boire. Tu te laves. Bonne chance. Donc, comme je disais tantôt, on nous amène au ghetto. Au ghetto, l'idée en fait au ghetto, c'est de tout faire pour vous racketter le maximum d'argent, autant pour moi. Donc, on fait tout pour vous racketter un maximum d'argent. Quand vous êtes au ghetto, soit c'est pour continuer votre chemin. Tu vois? Ok. Donc là où on vous jette au champ, tu as payé ton transport pour arriver là-bas. Maintenant, on envoie les taxis vous prendre. Quand le taxi vous prend pour vous amener au ghetto, vous arrivez au ghetto, on vous dit vous devez payer le taxi. Là, c'est pas une petite somme. On vous parle de 6 000 dinars qui est supposé être... pardon, je dis quoi? 8 000 dinars qui est supposé être 40 000 francs CFA. Donc, toi qui décides peut-être que tu ne vas pas continuer en Tunisie, que tu t'arrêtes en Algérie, tu dois payer les 40 000 francs CFA. Si la police t'arrête, on te refoule, on te jette au désert du Niger, le désert où on a failli mourir là. Le désert où on a enterré 3 personnes. Le désert où on a trouvé un enfant égaré. C'est là-bas qu'on te jette. Donc, dans ces ghettos-là, ils vous vendent le pain. Ici en Algérie, le pain, c'est 15 dinars. Un pain, c'est 15 dinars. Au ghetto, on vous vend un pain à 50. Il y a les yaourts qu'on consomme beaucoup. À la boutique, c'est 150 dinars. Au ghetto, on vous vend ça à 300 dinars. Donc, ils font l'effort de vous conserver là-bas au maximum pour manger sur vous. Ils vous font appeler l'argent du pays pour, n'est-ce pas, survivre. Si tu décides que non, tu veux quitter, ils vont te demander de payer au total 60 000 francs CFA avant de quitter de là. Ce qui était le cas pour moi. Puisque moi, quand j'arrivais, mon contact là-bas, comme j'ai dit au début, en Tunisie, lui, il me suivait, quoi. C'est vrai que quand je suis arrivé à Tamaracet, je l'ai insulté copieusement. On s'est gâté, quoi. On s'est gâté. Je lui ai dit que c'est un vampire. Il lui peut tuer quelqu'un. Que ce qui m'a mis dedans là. Même moi, j'ai dit ça ici. Même la personne que je déteste le plus sur cette terre, je ne peux pas l'envoyer en avant. Je ne peux pas le conseiller. Même là où je suis maintenant, je ne peux pas conseiller à quelqu'un que vient. Même si je le déteste, je ne peux pas le conseiller de venir. Donc voilà. Bon, après ça, la tension s'est calmée puisqu'il m'a dit que, ok, tu as traversé cette partie-là, le plus dur, c'est encore devant. J'étais donc obligé de me réconcilier avec lui pour qu'il continue à me guider. Donc, puisque j'étais censé continuer pour la Tunisie, il me dit, frère, à ce moment-là, la Tunisie, c'était grave. C'était gâté en Tunisie. Les refoulements étaient exagérés. Donc, le gars me dit que, frère, faut te calmer d'abord. Actuellement, ici, c'est pas bon. Calme-toi d'abord en Algérie, puisqu'actuellement, en Algérie, il y a pas, c'est pas trop chaud, quoi. Donc, calme-toi quand ça va se calmer. Je vais te faire venir, quoi. Je vais te dire, puis tu vas venir. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Maintenant, il fallait chercher quelque chose à faire. Je suis allé dans un jardin où on récoltait les fruits. J'ai travaillé là-bas, on nous payait 200 dinars de l'heure. On travaillait 8 heures jour. Donc, on avait 1600 dinars chaque jour. Bon, mais entre-temps, moi, je n'avais même pas dit à la famille que j'étais en train de partir. J'étais sûr que je sortais. Donc, c'est quand j'arrive dans le jardin, j'appelle mes soeurs et frères et je leur dis que bon, voilà, moi, je suis en Algérie. Et voilà. Quand mon petit frère entend que je suis en Algérie, déjà, quand je quitte, je laisse l'atelier à mon petit frère. Je lui dis, bon, voilà, tu es un homme, je suis un homme. C'est même l'une des raisons qui me fait sortir parce que je dis, il y a un atelier ici, c'est l'atelier de notre défunt père. Si on restait là à deux, on va se cogner les têtes. Bon, mieux, je te laisse, tu gères. Tu ne vas pas manquer de quoi manger, de quoi t'entretenir et tout et tout. Bon, malgré que je l'avais laissé l'atelier, quand il entend que je suis en Algérie, ça l'excite. Il me dit, il y a un gars au quartier qui lui a dit qu'il peut le faire venir facilement, que la route est facile. Je n'ai pas parlé à mon petit frère, j'ai pris une photo. Une des photos que j'avais faites quand je suis arrivé à Tamaracet, tiens, voir mon petit frère. Mon propre petit frère même m'a demandé que mes grands c'est qui ici. C'était pas qu'une manière de parler. Il m'a pas reconnu, sincèrement, c'est pas une blague. Il ne m'a pas reconnu. Il m'a dit, mais oui, Big c'est parce qu'il m'appelait Big. Il m'a dit, mais Big c'est qui ici? Il te ressemble, hein? Je lui ai dit, jeune homme, c'est moi. C'est bien moi, c'est moi. Il me dit, toi comment?
J'ai dit oui, peut-être la poteau, mais si tu zoomes bien, tu vas voir que c'est moi. Parce que j'ai une cicatrice sur la joue et sur le front. Regarde bien, zoom là, tu vas voir que c'est moi. Le gars, il a mis les emojis des pleurs. Je lui ai dit, ah ouais, merci, merci. J'étais semblable à ça, peut-être même pire. J'étais pire que ça. Il me dit, mais ça veut dire quoi tout ça? Je lui ai dit, petit, tu connais la personne que j'étais le plus là-bas au pays? Il me dit oui. Je lui dis voilà, lui, même si lui là, il dit qu'il veut venir, je vais le lui déconseiller, malgré que c'est mon pire ennemi. Maintenant, toi, tu es mon petit frère, imagine. Mais heureusement, mon petit frère, c'est un peu, je vais dire quoi, je suis un peu un exemple pour lui, tu vois. Je suis quelqu'un qui l'admire et qui le respecte. Il n'a pas tourné parmi chemin, il m'a directement cru sur parole, quoi. Il a fait mourir directement cette idée dans sa tête. Donc, voilà. Comme je disais tantôt, après, mon ami m'a fait comprendre en Tunisie que ça n'est pas en train de se calmer. La Tunisie venait de signer un accord avec l'Europe, quoi, avec l'Union européenne, pour durcir les conditions migratoires. Donc, ça allait maintenant de mal en pire. Entre-temps, moi, j'étais là, je menais mes enquêtes, j'essayais de me renseigner et tout, et tout, et tout. On me fait donc comprendre dans mes enquêtes, je me rends donc compte que le Beaux-Arts en Algérie, c'est le Beaux-Arts le plus sûr et le plus fiable. Donc, le moins risqué. Donc, quand je dis le plus sûr, ça ne veut pas dire que les gens n'y meurent pas. Les gens ne taillent pas, quoi. Ouais, les gens taillent là-bas en quantité, mais c'est moins qu'en Tunisie et en Libye. Donc voilà, je mène mes enquêtes. On me fait comprendre que voilà, parce qu'en ce temps-là, je ne savais même pas qu'il y avait le Beaux-Arts ici en Algérie. On me fait comprendre que voilà, ici en Algérie, ça passe aussi. Bon. Luna Lopez, c'est en quelle année? Je suis arrivé en 2023, en mai 2023. Je suis allé au jardin, on était toujours en 2023. Voilà. Donc on était dans aux environs de juillet 2023, quand j'étais au jardin. Ok, voilà, donc je commence à me renseigner. On me fait comprendre que oui, voilà, il y a le Beaux-Arts ici, mais c'est extrêmement cher. C'est extrêmement cher. C'est à peu près, bon, c'est minimum 1 500 000 francs CFA. Oui, 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 oui. Je dis bien minimum 1 500 000 francs CFA. C'est pour ça que j'ai introduit ici au départ que si un seul instant quelqu'un savait, ne serait-ce que le coût en dépenses, il ne devait jamais prendre la route parce qu'il pouvait utiliser cet argent pour faire sa procédure normalement s'il n'avait pas de problèmes judiciaires. Donc, je viens donc, comme j'ai expliqué au départ, j'avais un studio de musique, j'étais musicien à la base et tout et tout. Je dis que bon, puisque je suis déjà trempé, pourquoi ne pas continuer? J'ai donc vendu mon studio de musique pour rassembler les fonds, pour parvenir à traverser l'eau. J'ai chargé mon petit frère de la tâche. Ok, petite parenthèse pour celui qui est en bas. Je reviens maintenant. Je vais d'abord continuer. Je vais d'abord te répondre pour le béninois avant de continuer. Bon, tous les frères avec qui nous sommes montés à Alger, puisque comme je disais au départ, pour ceux qui étaient là au début de la vie, on était déjà comme une famille. On s'était échangé de contacts. On était déjà une famille en fait. Donc on s'est mis en tête qu'on va arriver en Tunisie ensemble. On va essayer de faire notre propre convoi, même s'il faut payer un peu plus cher pour risquer moins. Bon, il y a ceux qui se sont avancés. Moi, quand mon frère, mon contact, autant pour moi, m'a demandé d'attendre. M'a demandé d'attendre avant de continuer. Il y a ceux qui se sont donc avancés. Il y a ceux, comme ils se sont avancés, donc, on a dit qu'il fallait qu'ils attendent. Nous, on vient. On essaie de faire notre convoi entre nous pour avoir un peu plus de sécurité. Bon, il y a ceux aussi qui avaient beaucoup de pression. Ils ont préféré aller tenter seuls les convois. Malheureusement, sur les 19 avec qui nous sommes partis, je suis en contact avec une seule personne. Et je reconnais 9 qui sont go dans l'eau. Donc, dans les naufrages, quoi, en Tunisie. Sérieux, là? Ouais, papa. Ouais. Les filles, même dont je disais qu'on les entouma au désert, là. Oui. Ouais, parmi elles, 2 sont restées dans l'eau, en Tunisie. Hey! Sérieux? Ouais. C'est la triste réalité de l'aventure. Ouais. On fait saturer des convois avec des moteurs défectueux.
avec des moteurs défectueux, on sature les convois. Les frères noirs sont méchants. Nos frères noirs sont très méchants. Donc, c'est pour dire, le Béninois aussi, il était dans le convoi. Celui qui demandait comment ça s'est passé avec le Béninois. Le Béninois, ils sont entrés dans un convoi en Tunisie là-bas. Malheureusement, ils ont fait naufrage. Ils n'ont pas survécu. Donc, voilà. Ok, je reviens donc sur mon histoire. Je vends donc mon studio. Mon petit frère m'aide à vendre mon studio, à rassembler l'argent. Je commence à mener des enquêtes. Je commence à me renseigner. Et je tombe d'abord sur un arabe, sur Facebook, sur WhatsApp, sur Messenger. On essaie de discuter, il me fait comprendre comment c'est gérable, comment c'est facile de son côté et tout, et tout, et tout. Bon, j'avais un patron, le jardin où je travaillais, notre patron était quand même quelqu'un d'assez honnête, quoi. La première règle, la première des choses qu'il nous a dit, puisque nous étions nouveaux, il nous a dit, vous les nouveaux là, la seule chose qu'il peut vous dire, c'est ne faites jamais confiance à un Algérien. Figurez-vous, c'est un Algérien qui nous le dit. Il vous dit, ne faites jamais confiance à un Algérien. Donc voilà, celui-là, il me fait comprendre de venir avec l'argent. Il me dit, il me prend des renseignements. Bref, bleu que j'étais, je suis dans le panneau et tout, voilà. Et on prend un rendez-vous. Bon, je brûle certaines étapes, on prend un rendez-vous. J'avais mon meilleur pote en aventure, je souligne déjà ici, mon meilleur pote ici, c'est un Burkinabé, Abdul Wahab. Donc, je cause avec lui, on essaie de mener une certaine stratégie pour mes arrières, quoi, pour préserver mes arrières. Les petits trucs comme les appels, les petits... Bon, bref, je ne vais pas entrer trop dans les détails. Voilà, donc je quitte, il vient me chercher là où je travaille avec le véhicule. Il me dit, le départ c'est pour aujourd'hui. Et il me dit, il faut venir avec l'argent. Bon, malgré ma naïveté, je ne pouvais pas quand même porter 1 500 000 francs CFA, mettre dans ma poche pour aller voir un inconnu. Donc quand j'arrive, il me demande d'abord, tu as l'argent? Je lui dis oui. Il me dit, ok, il faut monter. J'ouvre le véhicule, je vois il y a déjà 2 Arabes à l'intérieur. Il me dit, non, n'aie pas peur, eux-mêmes ils veulent voyager. J'entre. Il me demande, tu es prêt, tu vas arriver en Europe aujourd'hui, fin de la souffrance, tout. Il essaie de me vendre le rêve, quoi. Il essaie de me vendre le rêve et tout et tout. Bon, je lui dis, ok, merci, c'est gentil. Parce qu'il s'exprimait quand même en français, celui-là. Voilà, donc, à un niveau, il me demande de donner l'argent, il compte. Je lui fais comprendre que t'inquiète pas pour l'argent est là. Il me dit, oui, ne t'inquiète pas, mais il faut qu'il voie quand même, parce qu'il ne peut pas m'amener dans leur repère comme ça. Je peux être un indique, quoi. Je lui dis qu'il ne s'inquiète pas, il y a un véhicule qui nous suit derrière avec l'argent. Il dit un véhicule, je lui dis oui. Bon, avant ça, quand même, il avait déjà commencé à parler avec ses soi-disant autres passagers. Il avait déjà appelé, bon, je comprenais pas l'arabe, mais je commençais déjà quand même à capter quelques mots pour apprêter la maison où on devait me déposer pour prendre l'argent et partir. Ils avaient à tout préparé. Donc, quand je lui dis, l'argent est dans la voiture derrière nous. Au départ, je lui dis, il y a mon frère qui me suit pour ma sécurité. Il dit, ah, c'est ton frère. Il me dit, Carlouche. Je dis, oui. Pour me demander si c'est un noir. Je lui dis, oui, c'est un noir. Il dit, d'accord. Il rappelle encore. Il demande de préparer la place pour 2 personnes. Les gars commencent à s'arranger entre eux. Il sort le café. Il me donne. Je lui dis, non, moi, je ne prends pas de café. Il me dit, hé, Sahabi, confiance, moi, que non, il faut être en confiance, il n'y a pas de problème et tout. Je lui dis, non, moi, je ne prends pas de café, j'ai des problèmes de santé. Il me dit, ah, d'accord. Bon, mais ce qui est drôle, c'est que lui-même, il ne boit pas ce café, il dépose devant la voiture, il ne prend pas ce café. Il n'appelle plus, il commence à faire les messages. Bon, mais moi aussi, j'avais été malin, puisque j'avais mes 2 puces, ma puce MTN et Orange. J'avais fait des WhatsApp avec ça. Donc, je causais avec lui, avec les 2 puces, en tant que 2 personnes différentes, pour essayer de le sonder. Après, maintenant, il me dit qu'il va appeler celui qui est censé nous faire voyager pour se rassurer que le convoi, c'est vraiment aujourd'hui. Je lui dis, ok. Bizarrement, il prend son téléphone, il tape le deuxième numéro avec lequel je l'écrivais sur WhatsApp. C'est ça qu'il lance. Sachant qu'il m'a demandé de mettre mon téléphone sur mode avion, le téléphone ne sonne pas. Il dit, oh, le patron ne décroche pas. Après, il appelle encore.
Il commence à parler seul. Il appelle mon propre numéro, hein, il commence à parler seul. Il dit, oui, oui, on arrive, j'espère que le convoi c'est pour aujourd'hui, et tout, et tout, et tout. Voilà, j'ai senti, j'ai confirmé que ouais, ça c'est l'arnaque. Je lui ai dit, ok, en fait, celui qui vient derrière même, ce n'est pas mon frère, parce que mon patron m'a dit de faire attention, il va m'accompagner. Il dit, quoi? Tu as dit quoi? Je lui ai dit, oui, c'est mon patron, c'est un arabe, c'est un ancien policier. Tu vois la voiture derrière là. Tu vois que la voiture là nous suit depuis, non, oui, c'est mon patron. Le gars a freiné la voiture brusquement, il a ouvert la portière, il m'a poussé dehors. Ils ont accéléré. Bon, mais entre-temps, pourtant, il y avait personne, hein, j'étais seul. Personne ne nous suivait derrière, rien, 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 rien. J'étais seul. Il m'a jeté quelque part, je connaissais rien, ni nulle part en Algérie. Donc j'étais arrivé au ghetto, je me suis dirigé directement au jardin. J'ai dit, waouh, maintenant je commence comment? J'appelle donc mon ami le Burkinabé, il dit qu'il essaie aussi d'appeler ses contacts pour qu'on m'envoie un taxi, quoi, pour essayer de me faire entrer. Mais là, il est déjà autour de 21h, 22h. Je n'ai aucun taxi. Je commence à marcher. Heureusement, j'avais mon téléphone, j'avais la connexion. J'active donc Google Maps. Je demande à mon ami au jardin, le Burkinabé, de m'envoyer la localisation du lieu. Il m'envoie la localisation, je trace quoi. J'utilise Google Maps pour tracer la position du lieu. Je commence à marcher. Je marche donc pour entrer. Je savais même pas que j'étais en train de m'entraîner. Bon, bref. Je marche donc de 21h, presque 22h, jusqu'à 3h du matin pour arriver là-bas. Pour arriver au jardin. J'arrive dans le jardin, j'explique à mon ami. Le gars me dit, merde, tu as échappé belle. C'est donc comme ça que je me couche. Je respire, le lendemain, je ne travaille pas. Je fais donc connaissance de certains frères ivoiriens qui, n'est-ce pas, me font savoir que voilà, il y a des convois et qu'avec ces convois-là, c'est quand je vais monter sur l'eau qu'on va payer. J'ai dit, ok, ça c'est mieux. C'est donc comme ça que je m'entends avec eux. Je ne fais pas venir mon argent là-bas, je laisse mon argent au jardin quelque part, où je sais que même si c'est 20 ans après, je peux revenir trouver ça là-bas. Je vais donc chez les confrères ivoiriens. On s'arrange pour le convoi et tout, et tout, et tout. Il y a une première tentative. On vient nous chercher avec les véhicules. On vient me chercher, quoi. Bon, il y avait plusieurs véhicules et plusieurs autres passagers. On nous amène quelque part. Où on dort 2 jours en brousse avec les moustiques à même le sol. Finalement, le convoi n'a pas lieu. On retourne. Après, celui qui est supposé faire le convoi, il dit qu'à chaque fois qu'il envoie le véhicule pour nous chercher, il faut qu'il voie l'argent. Il doit voir l'argent avec ses yeux. Sinon, son véhicule, il ne veut pas dépenser son argent pour venir nous chercher de la sorte. On dit d'accord. Donc, deuxième tentative, il demande d'avoir l'argent. Je vais donc, j'avais déjà quand même de la confiance. Je m'en vais, je cherche dans l'argent. Je viens, je dépose. On nous prend avec le véhicule. On part encore. Encore les Guinéens, un coxeur guinéen. Qui veut nous surcharger. Mais bizarrement, c'est l'arabe qui vient et nous fait comprendre que le moteur qu'il a mis sur son bateau, si on nous met dedans 33, comme le coxeur veut qu'on le fasse, c'est pour nous kill. On ne va jamais arriver à bon port. On ne va même pas faire 10 km. Donc si notre coxeur veut nous mettre plus de 22 personnes, on refuse parce qu'on ne va pas arriver. S'il vous plaît, c'est l'arabe qui vient nous dire, puisqu'il est en train de discuter avec notre coxeur, le coxeur guinéen. Et le coxeur lui dit simplement que moi je t'ai donné ton argent, tu fais ce que moi je te demande. Donc quand il nous dit ça, on décide donc, ok, si c'est comme ça, nous les passagers on dit que si c'est plus de 22, nous on ne voyage pas, on fait des dons, on décide de faire demi-tour. C'est donc comme ça qu'on fait demi-tour. On arrive. Quand on arrive, donc le coxeur fait comprendre que ok, le transport aller-retour, c'est 20 000 dinars. Il doit couper 20 000 dinars dans cet argent-là. Voilà, donc 20 000 dinars qui sautent sur l'argent. Il faut remplacer pour attendre le prochain convoi. Bisous, il n'y a pas plus méchant que l'homme noir. Il n'y a pas plus méchant que l'homme noir en aventure ici. Ok, voilà, donc il faut recompléter les 20 000 dinars. Je complète les 20 000. Toujours au pays. J'essaie de racketter. Je complète la seconde tentative. Qui entre parenthèses, ressemblait à la bonne. On vient donc avec avec la voiture me chercher. On nous amène dans un hangar pas trop loin de l'eau avec un froid énorme. On était là en début d'hiver, on était en septembre, déjà début septembre. Et là où on était,
On était en début d'hiver, donc il faisait extrêmement froid. On nous amène là, on a le capitaine est là, je vois le capitaine, je vois le coxeur et tout, le boussaudier et tout. Le carburant est là. Maintenant, le coxeur cause encore des problèmes. Il veut ajouter 2 passagers gratuits. L'arabe refuse. Puisque c'était une association de plusieurs coxeurs qui ramenaient les passagers un peu de partout quoi, pour constituer un convoi. Les autres coxeurs se fâchent contre lui. Il dit non, encore un Guinéen. Il dit non. L'arabe, comme il a déjà amené le matériel, il ne peut pas faire des mythos. Il va céder à son chantage. Il dit, les autres disent, regarde, c'est risqué. Les autres refusent. Bon, entre-temps, il parlait beaucoup plus en patois, mais j'étais avec un Guinéen à côté qui me traduisait, quoi. Après, donc, l'arabe s'est fâché. Il a dit, ok, si c'est comme ça, je retourne. Il avait le camion pour nous transporter. Il dit, c'est comme ça, il n'y a plus convoi. Il a porté son carburant, il a mis dans son véhicule. Il est parti avec. C'était la fois de trop. Voilà, donc, je rentre dans la maison. Le grand avec qui j'étais, puisque l'agent était toujours chez le coxeur. Voilà, donc, le grand avec qui j'étais m'appelle, il me dit, bon, je fais comment, je reviens avec l'agent ou bien je laisse chez lui pour la prochaine tentative. Je lui dis, ah frère, l'agent est mieux chez soi, même dans ses propres poches. C'est mieux de revenir avec. Il dit d'accord, il prend dans l'argent, il revient. Un autre 20 000 dinars qui a sauté. Parce qu'il faut payer le transport pour aller au bord de l'eau et revenir. Je compte, il me donne l'argent de compter. Sur les 480 000, on compte, il y a 460 000. Je lui dis ok, il faut garder. Puisque lui dormait dans la chambre, moi je dormais dans la cuisine. Je lui dis bon, comme toi tu es dans la chambre, il faut garder pour attendre le prochain convoi. Fatigué que j'étais, j'essaie de dormir. Le lendemain matin à 5 heures, bam, on casse la porte. La police. La police entre à la maison. La police nous arrête tous. La police prend mon argent devant moi. La police prend mes 480 000 dinars. Frère, j'ai cru que j'étais en train de mourir. J'ai vu tous mes espoirs en train de défiler devant moi comme ça. J'ai eu toutes les pensées que un être humain peut avoir dans la vie, ce jour-là. La police prend mon argent et nous amène au camp de refoulement. On nous amène d'abord au poste. J'essaie de supplier, j'essaie d'expliquer au commissaire de police qu'ils ont pris mon argent. Mais entre-temps, ils avaient déjà expliqué au commissaire. Le commissaire, sachant qu'il y a l'argent, d'habitude, on nous laisse au poste de police une journée, parfois même 2, parfois même jusqu'à la soirée. Nous, on ne nous a même pas laissé entrer au poste. C'est le commissaire même qui démarre sa voiture, nous amène directement au camp de refoulement. On prend mon téléphone, on prend mon argent, on prend mes écouteurs, on prend tout ce que j'ai. Nous j'étais au camp de refoulement. J'étais au camp. J'étais complètement déconnecté du monde. Donc je n'arrivais même plus à réfléchir. Je ne savais même plus. Je sais même pas. J'étais comme mort, quoi. Mais j'étais là. Je ne savais pas ce qui devait se passer. Je ne savais pas comment je devais faire. J'étais perdu. C'est donc comme ça. Les bus de refoulement viennent. On fait 3 jours là-bas, en fait. On fait 3 jours. On nous donne des biscuits avec de l'eau. Parfois du pain. On est là. Quand ils ouvrent même la cellule dans laquelle, parce qu'ils appellent ça camp de refoulement, mais ce sont des cellules. Quand je regarde ça comme ça, je suis quelqu'un qui, normalement, je suis quelqu'un d'assez solide, quelqu'un qui ne pleure pas. Mais mes larmes ont coulé tout seul. Je me suis dit, merde, dans quoi je me suis fourré? Jusqu'à mon âge, je ne suis jamais entré dans une cellule de toute ma vie, mais c'est dans le pays des gens que je vais entrer en cellule. Avec les matelas crasseux, avec les puces à l'intérieur. Tu vois les puces en train de courir devant toi. Mais tu ne peux pas dormir debout. J'entre, je m'assois. Les autres frères, les Ivoiriens même avec qui on était, tout, puisqu'on a ramassé tous ceux même qui étaient dans l'immeuble. Tous ceux avec qui j'étais, on essayait de me consoler. Frère, ça va aller, courage, courage. J'étais perdu. J'avais comme l'impression que j'ai perdu, que j'ai comme l'impression que je suis en train de mourir, quoi. Je suis là, je réfléchis. Je vais me réfléchir, il n'y a pas moyen. Je n'arrive pas à dormir. Les 3 jours qu'on a fait au camp, je n'ai pas dormi. Je n'ai pas pu dormir du tout. Même manger, je n'arrivais pas à manger. Il y a un frère qui vient, il me met la pression. Il me dit, gars, si tu ne manges pas là où on est en train de partir là, c'est la mort assurée. Tu ne vas pas survivre là-bas. Fais l'effort de manger. Puisqu'on ne connaissait même pas déjà quand est-ce le bus devait venir nous chercher. C'est comme ça que le frère vient, il me donne du pain, il me donne de l'eau, il me dit, force, fais l'effort de manger quelque chose. Je mange, et puis j'essaie de manger quoi.
Et puis, directement, les bus entrent ce même jour-là. On nous embarque. Direction le désert du Niger. Les frères donc avec qui j'étais me font comprendre que la souffrance devait être extrême si on arrivait au Niger, qu'il faut qu'on saute le bus en cours de route. Frère, le film, un véhicule gros porteur, le bus que vous connaissez, gros porteur, en train de rouler. Tu sautes pendant que c'est en train de rouler. Oh oui. Et j'ai sauté. Ouais, je t'ai fait mal, quoi. Frère, j'ai atterri avec mes deux pieds. Je ne peux pas dire que j'ai eu des blessures ouvertes, mais j'ai eu des luxations au niveau des genoux et des chevilles. Mais quand j'ai atterri avec l'adrénaline, avec les véhicules, les 4x4 de la gendarmerie et de la police qui nous poursuivaient, avec l'adrénaline, je n'ai pas senti. J'ai fui, on a commencé à courir dans tous les sens. Bon, les autres, on a commencé à courir. Comme j'étais devant, les autres musulmans ont commencé à me suivre. Je me suis donc retourné, j'ai dit aux autres d'essayer de se disperser, quoi. Parce que si on est dispersé, même si on dit véhicules ne peuvent pas nous arrêter facilement. Mais si on est un groupe, ce sera facile de nous encercler. On s'est donc dispersé, j'ai arrêté quelques-uns. Mais je suis quand même pas venu à fuir. Là, nous sommes en plein désert. Pour ceux qui sont là depuis le début, nous sommes à 100 mètres, à 100 km autant pour moi, de la colline dont je vous disais tout à l'heure, la colline 90. On a sauté à 100 km de là. Quelqu'un m'a demandé si je me suis retourné. Je venais de tout perdre. Et au pays et en Algérie. Me retourner, c'était un échec total. J'étais comme, je sais pas trop, bref. Voilà, donc je saute. Je commence à marcher avec deux autres frères. Un Ivoirien. Bref, deux Ivoiriens, oui. On marche, on trouve un autre groupe de 5 personnes devant. Les Maliens et les Guinéens aussi. On commence à marcher un peu. C'est en ce moment-là que je me rends compte que je m'étais fait très très mal. Mes pieds ont commencé à réagir. Je n'arrivais plus à marcher. C'est là où mon vrai calvaire a commencé. Mon vrai calvaire a commencé. 480 000 dinars, ça fait 1 600 000 francs CFA. D'après le marché noir. Voilà. Donc, je n'arrivais plus à marcher. Personne ne peut aller à mon rythme, tout le monde part. On me laisse en plein désert. Tout le monde s'en va, je suis seul. Voilà où je commence à essayer à marcher. Avec le froid d'abord de la nuit et le soleil de la journée. Même les vêtements, je n'avais pas. Parce que même dans le bus, j'ai oublié, dans le bus, on vous fouille encore. Si tu as même un bon blouson sur toi, un bon truc sur toi, les policiers prennent. Le truc, c'est qu'ils vous disent que vous devez rentrer chez vous comme vous êtes venu. Vous n'êtes venu avec rien. Vous devez rentrer avec rien. Donc voilà, comme je dis tantôt, je commence à marcher un peu. Il n'y a pas moyen de marcher. Je veux marcher, mais je n'arrive pas. Je dis, mes chevilles et mes genoux en même temps sont touchés. Mais je sais, je suis en plein désert. La première ville devant nous est à 200 km. La première ville est à 200 km. Je me demande, je vais faire comment? Je commence à marcher, j'essaie de stopper les véhicules. Personne ne peut s'arrêter. Certains qui s'arrêtent me donnent de l'eau. Ils me donnent à manger. Il y a du pain, quoi, du biscuit. Et ils me disent qu'ils ne peuvent pas m'aider. Qu'ils ne peuvent pas me porter parce que leur loi, il y a une loi ici qui interdit de porter un migrant sans papier sous peine de prison. Donc, ceux qui sont gentils s'arrêtent. Ils te donnent un peu d'eau, ils te donnent des biscuits, ils te disent du courage. D'autres s'arrêtent, ils sortent des téléphones pour te filmer. D'autres rient. D'autres font des grimaces et tout. Bon, bref. Mais là, je suis seul. En plein désert, je ne sais pas comment je vais commencer. Je cherche un vieux bâton, je trouve un vieux bâton, j'essaie d'utiliser ça comme la canne. Je marchais, ma vitesse de déplacement était identique à celui d'un nouveau-né qui apprend à faire ses premiers pas. Donc je ne pouvais même pas marcher 10 km en une journée. Je commence à marcher un peu. La nuit, il faut se reposer, mais je ne peux pas me reposer parce qu'il fait extrêmement froid. Dès que tu t'assois, tu attrapes froid directement. Il faut que tu te lèves pour te mettre un peu en mouvement pour que ton corps chauffe. Je ne suis pas retourné dans le désert du début, j'ai sauté avant. Donc j'ai commencé à marcher un peu. Dans la nuit, il y a un camion qui transportait les briques de terre. Il y a un camion qui transportait les briques de terre qui s'arrête.
Il me voit en train de boiter. Il sort une pommade. Il me donne les raisins, il me donne du pain. Il me dit de masser mes genoux avec que ça va aller mieux. Je prends donc, j'essaie de masser un peu mes genoux. C'était un peu comme instantané, quoi. Ça me soulage un peu. Mais après, le monsieur me dit qu'il a les courbatures, qu'il a mal au dos, que je l'aide un peu à appliquer le baume là sur son dos. Je dis, moi, je ne me connais pas en massage. Mais il me dit, applique quand même. J'applique. Le monsieur me dit qu'il peut me porter, il peut m'avancer même sur. Voilà. Il peut m'avancer même sur 100 km, mais qu'il faut que je le sodomise d'abord. Ouais. Quelqu'un a dit un ange. Sortez au... Il me dit qu'il va m'aider si je le fais. Je lui dis, mon frère, je suis navré, mais mieux je meurs ici. Mieux je die ici une fois. L'autre là, c'est au-dessus de mes forces. Il me dit, il va m'aider. Je lui dis non, je suis désolé. Il grimpe dans son autre véhicule. Il sort une liasse d'argent. Il me montre. Il me dit, je te donne ça, si tu le fais. Le gars a demandé si c'est un Algérien. Bien sûr que c'est un Algérien.